Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Grand plaisir de vous retrouver dans le format offshore dédié aux grands entretiens, aux longs entretiens sur des questions généralement politiques, des questions rattachées au sort du pays, au sort du monde. Et nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir professeur Louisa Aïd Hamadouche, politologue. Louisa, bonjour. Bonjour Hassan. Ça va? Bien. Très bien. Tu nous permets de relancer le format offshore. Il était un peu à l'arrêt. Parce que la vie politique en Algérie n'est pas trépidante. Non. Et la réflexion sur la vie politique aussi n'est pas toujours suffisamment alimentée. Et moi, je suis très content aujourd'hui de pouvoir parler un peu de réflexion académique sur la vie politique, sur ce qui s'est passé ces dernières années, avec cette question centrale qui est celle du Hirak, de son sort, et puis de ce qui s'y est passé, notamment avec la question de la représentation qui traverse toutes les 3 années du mouvement populaire algérien. Pourquoi les Algériens ne se sont pas organisés? Pourquoi ils ne se sont pas donné des représentants? Pourquoi ils n'ont pas été challengés le pouvoir? Pourquoi ils n'ont pas généré une alternative? C'est une question qui va continuer à beaucoup nous interpeller parce que bon, il y a des points de vue différents. Et tu as consacré, c'est pour ça que tu es notre invité à Offshore aujourd'hui, Louisa Aïd Hamadouche, un papier académique que je recommande à tout le monde qui a été publié par ISRA, le think tank virtuel dédié aux sciences sociales en Algérie, et qui s'intitule Les acteurs politiques et le Hirak en Algérie, le dilemme de la représentation. C'est un dilemme. Alors, d'entrer dans cet article, on voit que tu prends la peine de nous planter un décor à l'international pour nous dire que les mouvements sociaux dans le monde, la question de la représentation et de la difficulté de la représentation, elle n'est pas typique à l'Algérie. On a eu des exemples juste avant chez nous, les Gilets jaunes qui n'ont jamais généré en France une représentation, ils n'ont pas voulu le faire. Occupy Wall Street aux États-Unis, les indignés. Aujourd'hui, l'Iran, la révolution moderniste en Iran, qui refuse de générer des représentants. Et donc, est-ce que c'est une nouvelle manière que les peuples ont choisi, que les sociétés ont choisi de faire avancer leurs revendications tout en évitant de se faire représenter? En fait, je ne crois pas que ce soit un choix. C'est plutôt le résultat de l'absence du choix. À ce titre, en fait, j'ai commencé mon étude par ça parce que, d'un certain point de vue, je crois que le Hirak est réellement un mouvement post-moderne. On est dans un... Le Hirak a énormément de caractéristiques qui caractérisent aujourd'hui des mouvements sociaux dans les démocraties bien installées. Donc ça, on y reviendra sans doute. Mais aujourd'hui, dans ces démocraties-là, les gens, le peuple va dans la rue pour manifester, pour réclamer, pour revendiquer, parce qu'ils ne trouvent plus, paradoxalement, et j'insiste bien, ce sont dans des systèmes démocratiques, d'autres moyens de se faire entendre. Et pour prendre une image, vous savez qu'en Suisse, la Suisse par exemple, beaucoup de Suisses considèrent que une démocratie, un pays comme la France ou l'Espagne ou l'Italie ne sont pas des démocraties. Pour vous dire à quel point aujourd'hui, la perception de la démocratie représentative est une perception extrêmement négative parce qu'aujourd'hui, la représentation a grandement dévié de son origine, de sa mission originelle. Et pour dire à quel point cette déviance est importante, au niveau étymologique, représenter a en fait 2 dimensions. On représente comme un agent commercial, comme un représentant commercial représenterait son entreprise, donc il n'est que l'image, une vitrine, il présente le produit ou le service de l'entreprise dans laquelle il fait partie. Il ne fait que présenter le produit. Il n'a absolument aucun pouvoir. Première représentation. La deuxième représentation, c'est quand quelqu'un représente une autre personne parce qu'il n'a pas les capacités lui-même de parler pour lui. C'est le cas d'un enfant. Donc le parent représente un enfant ou une personne handicapée qui est représentée par quelqu'un de valide mentalement. Aujourd'hui, dans ces sociétés-là, les peuples qui sont dans la rue considèrent que les représentants les considèrent un peu comme des handicapés qui décident pour eux, et ce refus de voir d'autres décider pour eux se transforme en refus de la démocratie représentative et donc sortir dans la rue. On comprendrait que ce soit le cas aussi en Algérie si on avait connu une période démocratique où la représentation aurait fonctionné. Mais ce n'est pas le cas en Algérie. Donc pourquoi cette défiance vis-à-vis de la représentation? Moi, je fais partie d'une génération qui continue à croire que de pouvoir choisir librement ses représentants du peuple, c'est déjà très bien parce que c'est la première grande étape de la construction d'une démocratie. C'est vrai. Les autres sont au-delà.
Ils sont au-delà. En fait, on est un peu dans la perspective du développement durable versus développement industriel tous azimuts. Il y a deux visions. Ceux qui disent qu'il faut d'abord se développer, même s'il le faut, polluer, et ensuite on pensera à l'environnement. Et ceux qui disent que non, penser à l'environnement plus tard, c'est juste augmenter la facture qu'il faudra payer à un moment ou à un autre pour se développer. Donc, autant penser développement durable dès à présent et repenser donc la représentation aujourd'hui dès à présent. C'est vrai que pour le cas de l'Algérie, on n'est pas dans le schéma de la refus de la représentation, et encore partiellement, hein, parce qu'on a eu quand même des élections, on a des élections. Donc, le problème de la représentation aujourd'hui, c'est que elle est complètement noyée, complètement incarnée dans le fait d'élire un représentant. Or, la représentation, ce n'est pas élire un représentant jusqu'aux nouvelles élections. Et il y a un grand philosophe allemand qui dit aujourd'hui, la démocratie représentative, c'est le fait que le peuple élise de façon régulière ses tyrans. Aujourd'hui, la représentation est aussi considérée comme ça. Parce que celui qui détient la représentation pense devenir un dirigeant et il va, en guillemets, confisquer quelque part Tout à fait. ce mandat. Alors, pour revenir à l'Algérie, ce qui a peut-être aussi alimenté cette défiance, moi j'ai entendu dans le Hirak en 2019 et après, la Bouhannaf 2001, avec l'Arouche, il y a eu des représentants de l'Arouche qui incarnaient le mouvement. Et dès qu'il y a des représentants qui sont identifiés, il y a le risque de récupération, le risque de répression, etc. Et donc peut-être qu'il y a aussi cette dimension, c'est ne pas donner d'interlocuteur pour ne pas perdre la main sur le mouvement. En fait, c'est exactement le problème qui se passe aussi dans les démocraties dites bien installées. C'est que le représentant, une fois qu'il a le mandat, eh bien, il se dissocie du représenté. Et en fait, là encore, je vais faire un tout petit peu d'étymologie, c'est que quand gouverner ne signifie pas diriger. Gouverner, ça vient de gouvernail. Ça veut dire qu'on confie à quelqu'un la mission de mener un projet du point A à un point B. Un projet qui a été préalablement discuté, validé et adopté par la communauté. Donc celui qui gouverne, sa seule mission, c'est de mettre à exécution le projet dont il est partie prenante, mais pour l'intérêt d'autres. Diriger, non. Diriger, ça veut dire je décide où je suis, où je vais et la façon dont je vais. Je pense que par rapport à l'expérience des Harouches, on est dans les contraintes internes au Hirak. C'est les contraintes propres au Hirak qui ont empêché une représentation de se faire. Le passif a joué un grand rôle dans la façon dont le Hirak a perçu les représentants potentiels de leurs revendications. Il y a eu ceux qui n'avaient, les militants, les figures qui ont émergé à la faveur du Hirak et qui n'avaient pas de passé militant. Alors ceux-là, ils ont souvent été accusés de profiter de l'occasion pour apparaître alors qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience. Et souvent, ce sont des jeunes qui ont été par définition, accusés de ce type d'opportunisme. Les autres, ceux qui avaient justement un passé, ce passé n'est pas toujours positif, n'a pas toujours été perçu comme positif, soit parce qu'ils ont été au centre de lutte, de leadership ou de lutte politique, donc par définition et par extension, ils ne peuvent pas faire consensus, soit ils ont une expérience de participation, donc ça a été le cas par exemple avec le Harouche, donc de récupération, donc de cooptation, et là aussi c'est productif de méfiance, de défiance et donc de rejet. Donc en fait, à ce niveau-là, que le militant ou que le représentant potentiel ait eu ou n'ait pas eu d'expérience politique préalable, ça a été dans les deux cas un problème de rejet et de méfiance. Alors, d'entrer dans l'article publié donc, dans l'ISRA, les acteurs politiques et le Hirak en Algérie, le dilemme de la représentation, on comprend que l'article traite de la crise de la représentation dans le Hirak. Est-ce que, préalablement à la crise de la représentation, il n'y a pas eu aussi une crise, une difficulté qui, elle, concerne l'organisation, qui est en règle générale un peu l'étape qui précède la représentation, parce que je suis dans la définition de la représentation, qui est une délégation de mandat. Et pour déléguer, il faut être organisé. Il y a
des incarnations qui se mettent en place, etc. Est-ce que déjà le maillon organisation posait problème, ou est-ce que contrairement à ce qu'on pense, il s'est passé des choses sur l'organisation? En fait, quand tu dis pour s'organiser, il faut déléguer, c'est un peu la poule et l'œuf. Hein. Est-ce qu'on s'organise autour d'un projet ou autour d'une personne? Les deux sont valables. Une personne peut personnifier, représenter suffisamment de charisme, suffisamment de sens. Une personne peut faire sens pour rassembler autour d'elle et donc structurer autour d'elle et faire une organisation. Et il y a le sens inverse, on se rassemble autour d'un projet et à partir de là, on commence à construire progressivement quelque chose qui va ressembler à une organisation structurée qui persiste au-delà des personnes. Je pense que dans le Hirak, on a eu les deux phénomènes en parallèle. On a eu d'abord l'émergence des personnes, parce que le Hirak sans leader, sans mot d'ordre préalablement fait, sans déclencheur ou déclenchant identifié, a donné lieu à des personnes qui sont devenues progressivement des shakhsiyat al-wataniya, qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire des personnes qui avaient souvent un passif en termes de militantisme préalable, qui avait une fonction ou des missions qui étaient populaires, qui étaient présents dans les manifestations, qui se déplaçaient dans le pays, qui avaient une facilité de communication avec la population et auxquelles la population mobilisée, en tout cas, se référait. Et je dis bien personne au sens pluriel du terme. Donc il y a eu l'émergence de ce que j'appelle les représentants symboliques, c'est-à-dire des gens autour desquels une partie des gens mobilisés se reconnaissaient. En parallèle, il y a eu l'idée, il y a eu cette façon dont le Hirak s'est auto-organisé autour de missions. Par exemple, éviter les confrontations avec les forces de l'ordre, nettoyer les places publiques après avoir terminé les manifestations, alimenter les gens qui étaient en déplacement en dehors de leur wilaya, abriter les gens qui n'avaient pas... Donc cette auto-organisation, elle s'est aussi constituée au fur et à mesure. Et bien entendu, plus l'espace public était récupéré et plus on observait une sorte de cristallisation ou de rassemblement autour d'un quartier, par exemple, ou autour d'une idée, la constituante, autour de corporations, donc les journalistes, les étudiants, les médecins, les avocats, bien entendu. Donc, à ce niveau-là, je pense que la non-évolution de la représentation symbolique autour de personnages a facilité en parallèle l'émergence d'embryons, d'organisations autour de projets plutôt qu'autour de personnes et qui, si on leur avait laissé l'espace, auraient pu déboucher sur des partis politiques, des syndicats, des associations. Si on leur avait laissé l'espace, il y a un chapitre dans cette étude, parce qu'en fait, il s'agit plus d'une étude qu'un papier académique, c'est long, c'est fouillé. Il y a ce que tu appelles la contrainte extérieure. Donc, il y a eu quand même, finalement, on ne le dit peut-être pas, on ne le répète pas suffisamment assez, des velléités d'organisation et de représentation, ne serait-ce qu'au niveau symbolique, qui ont été confrontées à une contrainte extérieure. C'est quoi la contrainte externe? Il y en a eu deux, la cooptation et la répression. Donc la cooptation, ça consiste en fait, c'est une stratégie. C'est le bâton et la carotte. Exactement. Donc la carotte, comment est-ce qu'on instrumente la carotte? D'abord, on commence par dire que dans un mouvement social, dans un mouvement de contestation, il y a les modérés et les radicaux. Donc déjà, cette distanciation, cette dissension permet déjà de placer des acteurs dans un rôle particulier. Ce rôle particulier, en fait, consiste à répondre à un principe selon lequel l'objectif initial n'est pas l'objectif définitif. En fait, la cooptation consiste à attirer des personnes ressources, des personnes qui ont un rôle dans le mouvement social, en leur promettant que la participation débouchera sur la réalisation d'une partie des objectifs tels qu'ils sont revendiqués. Évidemment, ça se passe dans le monde économique, ça se passe dans le monde politique, y compris dans les démocraties. Ce n'est pas quelque chose d'en soi mauvais. Par contre, dans un système comme le nôtre, la cooptation, en fait, débouche sur la captation de ressources plus ou moins importantes, mais qui, en définitive, a pour but de montrer que
de transformer la revendication initiale en objectif final. C'est-à-dire que la participation soit un moyen de changer de l'intérieur ce qui demande à être changé, c'est en fait une façon de récupérer et de neutraliser la revendication. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Rouge. Exactement. Et peut-être pour revenir un peu plus tard, c'est cité dans ton papier, c'est ce qu'a fait le gouvernement Rosalie avec des dissidents du FIS. Tout à fait. Qui ont été ministres cooptés. Absolument. C'est une démarche que l'on retrouve dans les régimes hybrides, c'est-à-dire ceux qui instrumentalisent... Hybride, c'est semi-autoritaire. C'est ça. Des instruments démocratiques dans le but de faire perpétuer un régime qui ne l'est pas. Et donc, c'est un moyen soft, c'est ce qu'on appelle le soft power au niveau interne. Et ça permet de donner l'illusion que le pluralisme existe au sein même de ceux qui sont représentants. D'où, encore une fois, la défiance, parce que c'est une mécanique, c'est une stratégie qui existe depuis longtemps. En fait, ça a gêné la représentation, la poursuite du mouvement de représentation, de quête de la représentation dans le Hirak, parce que dire, finalement, si on s'organise, on représente, ça va être des gens qui vont travailler pour le camp d'en face. Je pense. Parce qu'en fait, depuis l'avènement du multipartisme et les élections de 90 et de 91 mises exception, toutes les élections ont été pluralistes, mais toutes les élections n'ont permis absolument aucune alternance au pouvoir. Bien au contraire. Elles ont permis la consolidation d'un pouvoir et en parallèle... Il y a une élection qui a permis une alternance, c'était juin 1990 au niveau local. C'est pour ça que je te disais 90 et 91, exceptions. Ah, j'ai pas raté. Ce sont les seules exceptions. Toutes les autres ont toutes été des élections pluralistes qui ont empêché, ou en tout cas qui ont permis d'empêcher une toute alternance au pouvoir. En fait, on est dans ce qu'on appelle l'autoritarisme électoral, c'est-à-dire un autoritarisme qui se nourrit par les élections. Et le pire, c'est que, en parallèle à ça, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'autoritarisme compétitif. Et c'est ce qu'on observe dans les démocraties, c'est-à-dire qu'il y a de la compétition, mais qui débouche sur l'émergence de pouvoirs autoritaires. Pour l'Algérie, c'est encore plus complexe. Des gouvernements populistes d'extrême droite qui arrivent de plus en plus par l'élection. Et par des élections transparentes. Alors, moi, j'aurais peut-être quand même dans les deux éléments de la contrainte externe, peut-être mis la répression en premier, plutôt que la cooptation, parce qu'il n'y a pas eu, après tout, finalement, de grands mouvements de cooptation spectaculaires. On verra plus tard qu'il y en a des franges plus représentatives du Hirak que ceux qui sont devenus ministres, qui ont tenté de s'organiser et qui n'ont pas été autorisés. Et tout à fait. Par contre, la répression, elle a commencé à carburer à haut régime dès septembre 2019, avec l'annonce de la date de l'élection présidentielle. On a commencé à voir des figures symboliques qui auraient pu être dans la représentation formelle, être concernées par la répression. Mais en examinant le temps long de la nature du système politique algérien, ma conclusion est que c'est l'échec de la cooptation qui a fait qu'on ait eu recours à la répression. Ils n'ont pas pu coopter autant qu'ils auraient voulu ? Je pense. Je pense que si la cooptation avait réussi, si une nouvelle base sociale avait été reconstituée sur la base de la nouvelle séquence qu'est le Hirak, la répression n'aurait pas été nécessaire. Au contraire, on aurait pu, un peu comme en 95, donc en 99, déboucher sur une élection avec un minimum de base sociale, avec un minimum de légitimité, pas beaucoup, mais ce qui est suffisant. Et si ça avait été le cas, la répression n'aurait pas été nécessaire. Donc effectivement, la deuxième contrainte qui a bloqué le passage donc de la représentation symbolique au début de la désincarnation par l'émergence de collectifs, d'associations, de coordination, etc., et vers des partis politiques, des associations, donc des acteurs intermédiaires officiels, c'est la répression. Et je pense que en observant l'évolution du Hirak dans un temps court, parce que finalement c'est 2 ans, c'est vraiment très peu, on pouvait légitimement penser que la maturité acquise au fur et à mesure des manifestations, surtout l'impact du Covid qui a obligé les manifestants à arrêter de manifester,
allait déboucher sur un tel scénario, c'est-à-dire la transformation des forces qui avaient émergé, des courants qui ont émergé en forces politiques organisées, et donc aller vers un jeu politique qui pouvait déboucher sur une alternance à condition que le jeu politique soit ouvert. Alors, pour rester encore une seconde sur ce facteur de la répression, peut-on imaginer que s'il n'y avait pas eu une vague de répression, donc à partir de septembre 2019, que le Hirak se mette en configuration d'envoyer quelqu'un à la candidature de la présidentielle? Je pense que c'est la suite logique. C'est la suite, pas forcément, je ne sais pas si c'est un candidat ou plusieurs candidats, mais en tout cas, la suite logique des revendications populaires qui, de façon un peu paradoxale, refusaient toute représentation, mais en même temps réclamaient des projets politiques et des alternatives politiques pensées et structurées, c'est ça, c'est de passer à la participation politique avec un minimum de garantie, de transparence. Je vois pas d'autre évolution possible. La répression a mis fin à l'un des partis politiques qui avait joué un rôle au début du Hirak avait parlé de l'institutionnalisation, d'un Hirak institutionnel, c'est-à-dire de déplacer de déplacer les revendications du Hirak au sein même des institutions. Je pense que, comme dans toutes les transitions démocratiques qu'on a pu observer qui ont réussi, c'est ça. C'est le fait que petit à petit, on ait mis des doses de revendications politiques de changement dans les institutions officielles. Ce n'est pas ce qui s'est produit. La contrainte interne, elle est peut-être moins connue. C'est peut-être dans l'article la partie qui révèle peut-être des pistes de recherche, parce que c'est un grand domaine de recherche, je pense, oui, pour les prochaines années. C'est ces acteurs symboliques qui vont développer une compétition déjà entre eux, oui, et qui vont quelque part un peu devenir eux-mêmes un obstacle à la représentation du Hirak, puisqu'on vient de voir que c'était quelque chose d'envisagé, de possible, avec les collectifs, avec la désincarnation, etc. Quel est le rôle réel de cette compétition? Est-ce qu'elle n'est pas un peu exagérée? Je ne crois pas qu'elle soit exagérée, et en plus c'est une compétition légitime. On est face à des personnalités politiques. Est-ce qu'on peut dire réellement contre, enfin citer des noms, Karim Tabou, Fodil Boumala, Mustafa Bouchachi et d'autres, il y avait une compétition au cœur de l'année 2019, au moment où le Hirak était le plus fort. Est-ce qu'on peut réellement... En fait, moi, ce que j'observe, c'est que je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais il faut le prendre au sens premier du terme. On a été dans une séquence populiste, mais dans le sens où le populisme s'entend, le populisme au sens originel, c'est-à-dire que le peuple pense qu'il est suffisamment conscient de ses revendications et qu'il a une défiance importante vis-à-vis de l'élite qu'il perçoit comme un acteur qui transforme ses revendications à son profit. Donc, c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans beaucoup de régions. Et c'est symbolisé par le Izn Hawga. C'est ça, d'une part. Et d'autre part, le refus d'être représenté, parce que tous ceux qui peuvent nous représenter ne vont pas respecter nos véritables revendications pour les raisons qu'on a expliquées plus tôt. En tout cas, dans cette séquence, on est réellement dans l'auto-incarnation, c'est-à-dire la représentation dans laquelle on refuse tout intermédiaire et dans laquelle le représenté, le référent, veut se représenter lui-même. Il refuse d'être représenté par un autre. Exactement dans le sens où l'autre peut considérer le référent comme incapable de se représenter lui-même, donc ce que je disais au tout début de notre propos, et donc refuser complètement ça. Je pense que cette séquence, elle est logique, et elle est... La séquence populiste. Exactement. Et elle est même saine, dans la mesure où c'est la première fois, en tout cas c'est ce que j'ai entendu un nombre incalculable de fois, où les Algériens ont senti qu'ils étaient en réconciliation avec eux-mêmes. Beaucoup de personnes âgées me disaient « ça me fait rappeler le 5 juillet ». Donc, on est dans une séquence très particulière et avec un degré d'émotivité et d'émotion extrêmement haut. Et le populisme, c'est ça, c'est travailler sur les émotions, sur l'affect. Et dans cette période-là, je pense qu'il était sain
que la population ait son moment à elle. Son moment où elle se représente elle-même, où elle dit elle-même ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et on a vu à ce moment-là la richesse des représentations symboliques, les dessins, les caricatures, les messages. Et on voit vraiment clairement le besoin de s'exprimer soi-même. Ça, c'est une phase. Et évidemment, cette phase, elle ne peut pas durer indéfiniment. Elle a duré excessivement longtemps. Et là, ton étude, on fait porter un petit peu la responsabilité, peut-être, aux incarnations, aux leaders symboliques, qui n'ont peut-être pas été suffisamment autonomes et qui n'ont pas proposé cette bascule vers plus de représentation pour pouvoir faire face à l'agenda de ce qu'on peut appeler la contre-révolution, parce qu'il y a une confiscation à partir de Ahmed Gaïd Salah qui revendique le départ de Bouteflika à partir du 24 ou le 27 mars. Oui. Moi, je trouve que c'est un concept clé dans cette étude, le manque d'autonomie des leaders symboliques. Ça veut dire quoi? Ils ont manqué de courage? On a été... Vous savez, la Boétie a parlé de la soumission volontaire, la soumission des peuples aux dirigeants de façon volontaire. Là, on a été dans une soumission inversée. C'est l'élite qui s'est soumise non pas aux revendications, mais à la volonté populaire telle qu'elle s'exprimait à l'époque. C'est appelé paradoxe? Le paradoxe de la soumission inversée, effectivement. On est dans une société où les intellectuels, l'élite, les hommes politiques ont du mal à s'imposer en tant que tels. On est dans une société où l'égalitarisme a forgé beaucoup d'entre nous. Et donc émerger, avoir une parole différente et pouvoir dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, voilà ce que je propose, et prendre le risque de ne pas être consensuel, ben, ça demande un peu d'assurance, un peu de courage, et ça demande aussi un contexte dans lequel le fait de ne pas être consensuel ne signifie pas être expulsé du jeu politique. On est dans une période, dans une phase où les différents leaders symboliques ont eu peur de ne pas être consensuels, de ne pas faire le consensus. Or, on ne peut pas imaginer que c'était leur vraie conviction. Moi, quand j'entends parler de quelqu'un comme Fodil Boumela, il est convaincu qu'il ne faut pas qu'il y ait de représentation, qu'il faut que le peuple détienne toute la réponse et que tout va se faire de manière spontanée, l'auto-organisation, etc. Ce n'est pas nécessairement une posture. Je ne sais pas, mais dans ce schéma-là, on n'a aucun exemple. On n'a aucun exemple, aucune expérimentation qui ait été menée à bout par ce schéma-là. On n'a aucun exemple où le peuple, en tant qu'entité globale, a renversé un régime pour en mettre un autre à la place, sans passer par des forces politiques organisées. Et par définition, une force politique ne peut pas être consensuelle. Elle représente un courant. Or, cette séquence d'euphorie extrême, l'élite politique, j'entends l'élite politique, a eu peur de dire « oui, mais il y a des choses à faire en plus que de marcher. Il y a des compromis à faire. » Je me rappelle qu'à l'époque, par exemple, la notion de transition négociée était considérée comme blasphématoire quasiment, alors que la négociation fait partie du jeu politique. Et pire encore, et mieux encore, on ne négocie qu'en position de force. Donc c'était à ce moment-là, finalement, que la négociation aurait été utile. Il y a un moment qui a été loupé, peut-être le panel de Karim Younes, il aurait fallu l'investir différemment. Moi, je me rappelle, j'avais l'Almas comme invité hier au Café Presse Politique, il a pensé pouvoir en faire partie. Mais après, l'agenda de ce panel était limitatif. Il s'agissait d'organiser des présidentielles. Absolument. D'abord, pas d'engager une discussion sur la... Et donc, de ce point de vue-là, les élites symboliques de Hirak ont aussi eu raison de ne pas aller dans ce panel, je pense. Oui. Non, mais a posteriori, il y a des choses qu'on peut justifier, qu'on peut expliquer très, très facilement. Et effectivement, il y a des décisions qui se sont avérées rationnelles à l'époque. Mais manque d'autonomie, ça signifie que c'est organique, ça signifie... Est-ce que c'est pas aussi lié au fait à l'absence de vie démocratique au préalable qui aurait conforté un peu plus ces élites-là? C'est le passif dont je te parlais tout à l'heure. Si on n'a pas d'expérience, on est considéré comme trop jeune pour pouvoir être un leader, pour pouvoir être un représentant. Et si on en a,
il y a évidemment des choses qui vont plaire et des choses qui ne vont pas plaire. C'est un problème de légitimité, en fait. Si ces leaders symboliques, si ces représentants symboliques s'étaient sentis suffisamment légitimes, ils auraient sans doute imposé cette autonomie nécessaire par rapport à la foule, par rapport à la population en mobilisation. Or, on leur a dit, d'abord, soit tu es trop jeune, tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas, soit voilà ce que tu as fait dans le passé, donc on se méfie de toi. Donc dans tous les cas, il y a un problème. Et puis en parallèle, il y a aussi le fait qu'aucun de ces leaders symboliques n'a été à la source du mouvement populaire. Donc le fait que ce mouvement ait été auto-déclenché, entre guillemets, c'est-à-dire que personne n'a appelé aux manifestations, personne n'a décidé des mots d'ordre, personne n'a contribué à l'auto-organisation qui s'est faite par la base et pour la base. Donc ce déficit d'initiative, si je peux dire ça comme ça, a fait que toutes ces personnalités ont toujours considéré qu'elles avaient quelque chose qui leur manquait, un peu pour faire le tout. Et donc, aucune n'a pris le risque de dire je vais faire un parti politique, par exemple. Aucune n'a pris le risque de dire allons à une conférence nationale. Aucune n'a pris le risque de dire la négociation viendra à un moment ou à un autre. Cette autonomie de la base nécessaire pour dire je suis un leader. Parce qu'un leader, par définition, doit être au-dessus d'eux. En prenant des initiatives de l'étape suivante, qui sont plus projetées dans l'avenir. Est-ce que, par exemple, dans la... moi, je pense que la question de l'organisation, l'opinion de la rue a commencé à changer après le Covid. Oui. Donc, le Hirak était dispersé. Oui. Il y a eu cette expérience du NIDA 22 qui a essayé de rassembler le maximum d'acteurs du Hirak. Est-ce que une des formes d'autonomie des élites aurait été, par exemple, que NIDA 22 ou quelque chose d'équivalent appelle à la reprise des marches? Parce que la reprise des marches s'est faite aussi un peu comme le 22 février 2019. Et je me rappelle que c'était une question sur laquelle le NIDA 22 a chopé. Est-ce qu'il doit, c'est sorti le 22 octobre 2020, en plein Covid, le Hirak a repris le 16 février 2021 à Kharrata. Mais là aussi, c'est pas venu des leaders symboliques. Mais ça aurait pu changer la donne si ça avait été le cas, avec le risque de la répression qui était pendant, évidemment. Exactement. Donc il y avait l'obstacle de la répression et l'obstacle, et psychologiquement encore, le fait que les représentants symboliques se sont toujours accrochés à l'idée qu'il fallait être au plus proche du peuple, collé au peuple, être dans le peuple, en oubliant que le rôle d'un leader, c'est de montrer un cap. Non pas de diriger, comme je le disais tout à l'heure, mais de gouverner, de dire comment on passe d'un point A à un point B. Et je crois que le contexte n'y a pas aidé, c'est clair, hein, clairement. Le contexte répressif qui s'est installé est devenu un obstacle majeur. Louisa, on peut dire à ce stade de la discussion un mot sur ceux qui ont tenté de faire disons, donner cette orientation à Hirak en disant il faut occuper les espaces, il faut peut-être négocier, etc. Et qui ont tenté de s'organiser formellement et de rentrer dans le cadre de la feuille de route proposée par Abdelmadjid Tebboune pour essayer d'institutionnaliser les revendications du Hirak. On a pour mémoire le Muntada où il y avait notre ami Sassi de Khenchla, où il y avait Islam Benatia qui lui-même a essayé de créer son parti. Il y avait des contestataires d'avant 2019 comme Djil Jadid, qui était dans Mouatana, un des initiateurs, et qui était aussi sur cette ligne qu'il fallait prendre des acquis, ne pas attendre de tout prendre, Rohouga et transition complète démocratique, essayer d'obtenir des gains transitoires. Leur bilan, finalement, n'est pas bon. Et comment il a pu impacter ou pas l'idée de la représentation? L'impact n'est pas bon, évidemment, parce que ce sont des situations, des cas de cooptation dans lesquels le coopté perd le crédit qu'il avait obtenu en étant dans la lutte, en étant dans l'opposition. Plusieurs partis politiques ayant participé soit aux législatives, soit aux locales, soit aux deux, ont vu un bilan mauvais, très mauvais, parce que encore une fois, le contexte n'a pas permis de convaincre de la
de l'opportunité de la participation politique. Le contexte était plutôt hostile. Et un parti politique ne peut pas aller à une élection si ses électeurs naturels n'y vont pas. Donc évidemment, la participation dans ce genre de contexte n'est pas bonne. Et quand je parle de la représentation, c'est pas forcément dans un contexte de participation à une élection politique formelle. La représentation, elle peut émerger de facto par d'autres moyens. Les réseaux sociaux, les votes électroniques peuvent permettre l'émergence de ce type de représentation qui est un minimum qui puisse consolider la légitimité de ceux qui en avaient déjà. Mais il faut partir du principe que le Hirak ne pouvait pas être représenté par un bloc monolithique. Il ne pouvait pas être représenté par 1 ou 2 ou 3 personnes. Déjà parce que le Hirak était pluriel et pluraliste par essence. Donc, la guerre de leadership, je crois qu'elle s'est installée parce que... on a parlé de compétition. De là, tu utilises le mot de guerre. C'est vrai. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas qui se sont passées. On va parler de compétition, effectivement. Cette compétition, elle s'est installée parce que chacun pensait pouvoir représenter le tout. Or, ça, c'est déjà impossible. Personne ne peut représenter le tout. Mais on était dans une phase, il y avait une théorie qui disait dans cette phase-là, et on n'est pas encore dans la compétition des programmes politiques, on n'y est pas encore, on est dans la phase où les représentants du Hirak, ou le Hirak, doit imposer des nouvelles règles du jeu qui, elles, permettraient la compétition loyale et équitable des programmes et des incarnations des programmes. Donc il n'était pas question d'appuyer sur les différences à cette période-là, mais sur le rassemblement face à la volonté du pouvoir de continuer de la même manière. Sauf que dans les différentes initiatives qui ont été menées durant cette période, rares sont les textes, rares sont les propositions politiques pensées, pas programmatiques, mais en tout cas avec de la substance, qui ont pu rassembler l'ensemble des représentants symboliques du Hirak. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au sein de cette petite communauté de leaders potentiels, il y a, et je trouve que c'est légitime, hein, il ne faut pas non plus... je pense que l'activité politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et c'est pas aussi un monde de bisounours. Absolument. Donc c'est légitime. Avoir suffisamment de distance pour dire que toutes les compétitions politiques sont gelées jusqu'à ce que le jeu politique soit ouvert, je pense qu'il y a un peu de naïveté dedans. D'accord. Par exemple, tu cites l'itinéraire de quelqu'un comme Samir Blarbi qui a affiché son ancrage conservateur islamiste à un moment où la volonté était plutôt de mettre en avant plutôt en fait, c'est une transition pour parler du problème, qui est jusqu'à maintenant un angle mort, de la représentation du courant islamiste dans cette démarche de la représentation pré-électorale. On n'est pas dans la compétition électorale, mais oui, on est dans le bras de fer qui doit permettre de changer les règles. Et on a le sentiment aussi que ça a été une question qui a gêné l'émergence d'une représentation du Hirak. En fait, ça aussi, c'est l'un des paradoxes non résolus entre les référents, donc ceux qui sont censés être représentés, et les représentants. Le Hirak a pour qualité et pour caractéristique essentielle, c'est qu'il était, depuis le début, multi-idéologique. Donc on est vraiment pluraliste, dans lequel tous les courants ont cohabité dans le cadre de manifestations qui sont toujours restées populaires, qui sont toujours restées civiques, qui sont toujours restées pacifiques. Et ça, c'est un atout majeur. Sauf que le passage des référents, donc le peuple en mouvement, à la représentation, implique à un moment ou à un autre des dissensions idéologiques. Un parti politique ne peut pas se former sur la base d'absence d'idéologie. Mais on est dans le cadre d'un parti politique, évidemment. Et les représentants symboliques, plus ou moins, ont quand même un fond idéologique. C'est évident, ce sont des hommes politiques. Est-ce que c'est à cause de la répression ou est-ce que c'est en raison de la compétition qui avait déjà commencé? Ces représentants n'ont pas réussi à mettre noir sur blanc un projet qui soit
désidéologisé. Et avec le recul, je me demande si c'était possible dès le début. Si un projet consensuel rassemblant les forces politiques dans leur diversité idéologique était possible. Peut-être que sans en arriver à cette difficulté, parce que moi je pense que c'était possible, je pense qu'il y a des textes qui ont été produits, des textes qui sont assez désidéologisés, même sans idéologie, oui, plus facilement, mais peut-être qu'il y a des gestes chez ces leaders symboliques. Moi, je pense par exemple à la visite de Moussa Bouchachi et d'autres avocats, d'autres militants. Il y avait le commandant Bourga qui a été parti rendre visite à Ali Belhadj, qui avait provoqué voilà, la méfiance et la défiance d'une partie des organisations qui étaient dans le Hirak, qui considéraient que c'était pas normal, que c'était une manière de réintroduire les années 90. On sait que par exemple, les mots d'ordre au moment de la reprise, notamment en 2021, les mots d'ordre qui disaient Antar Irhabiya, ils disaient Abla, donc ils mettaient la responsabilité des crimes, toute la responsabilité des crimes des années 90 sur les services de sécurité. C'était pas partagé par une partie du Hirak. Ça a d'ailleurs beaucoup accéléré les divisions au sein du Hirak. On a fait porter ça au parti Rachid. Donc, peut-être plus que la partie programmatique, c'est quelques référents dans l'histoire politique du pays, dans la relation à certains symboles, etc., avant même d'en arriver à l'aspect programmatique, qui ont fait que ça n'a pas été possible de maintenir cette phase-là plus longtemps. Les textes désidéologisés, ce ne sont pas des textes portés par des forces politiques, ce sont des textes portés par la société civile. Et il est dans le rôle de la société civile, justement, d'aplanir les différends et de proposer des idées, des textes, des constructions qui soient les plus consensuelles possibles. C'est dans le rôle de la société civile. La représentation politique, on est dans un autre registre. On est dans un registre où, effectivement, les différences idéologiques existent. La reconnaissance de ces différences, c'est déjà le premier pas vers un vrai pluralisme. Le deuxième, c'est à quel moment on considère que les différences idéologiques sont un problème et quand est-ce qu'on peut les considérer comme, au contraire, un atout. Si on avait eu, par exemple, là je parle au niveau des représentations politiques, dans le Hirak, on a eu deux grosses initiatives politiques. Une conservatrice, bien d'en parler, j'allais en parler. Une conservatrice et une progressiste. Le PAD et la réunion de Ain Benyan. Exactement. Et on a bien vu que les deux ne se sont jamais... Et pourtant, elles avaient grosso modo des revendications assez comparables, même si la façon d'y aller était un peu différente. Et justement, la façon d'y aller, est-ce que ce n'est pas finalement ça qui était décisif? Ce n'est pas juste un détail. Ain Benyan était pour aller vers des présidentielles, rétablir l'ordre républicain avant d'engager un agenda de réforme. C'est ce qui s'est passé, l'agenda de réforme n'est jamais venu. Et le PAD était pour d'abord régler la question de la transition et de la Constitution avant d'aller à un nouvel agenda électoral. C'est quand même pas une différence de détail. Hein. Sauf que Ain Benyan était partisan d'une élection présidentielle, mais avec un arsenal juridique, politique, médiatique qui garantisse une élection présidentielle transparente, qu'ils avaient appelée une élection de transition, une présidence de transition. Dans le camp adverse, chez les progressistes, effectivement, il y avait les conditions sine qua non avant d'aller à une élection qui ne soit pas plutôt présidentielle, mais plutôt constituante. Pour moi, si l'objectif des deux camps, c'est un changement politique profond, il n'y a pas d'antagonisme réel. C'est une question de prioritisation qui est, à mon sens, dépassable. Mais le problème, c'est que les deux blocs ne se sont pas du tout rencontrés. Enfin, ils se sont rencontrés le 21 août à la SAFEX et il y avait une feuille de route qui devait être mise en route, mais engagée pour essayer de rapprocher les positions. Et ça ne s'est pas fait. L'agenda de l'élection présidentielle a tout fait tomber par terre. Tout à fait. Donc on est dans une configuration où... La question, c'était les islamistes, les islamistes comme parce qu'il y a aussi l'histoire, on a peut-être pensé trop vite dans le Hirak, parce qu'on voyait les gens marcher ensemble et accepter leurs différences, c'était extraordinaire, intergénérationnel, interclasse, interculture, interpositionnement idéologique et tout, c'était
complètement, c'était un rêve. Voilà. Quand on a vécu la guerre civile qu'on a connue, c'était vraiment un moment de rêve. Et donc, on a pensé qu'on avait réussi à dépasser ce traumatisme-là, mais en fait, on a été rattrapé parce qu'on n'a jamais pu régler la question de savoir est-ce que dans la future représentation démocratique, les islamistes qui pouvaient avoir un lien avec ces années-là, Rachid était celui qui l'incarnait le plus. Le fils était en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse. On a bien senti qu'il n'y avait pas d'influence, mais Rachid était évoqué beaucoup. Cette question-là, je ne sais pas dans quelle mesure elle a aussi compté comme une contrainte interne et pas seulement la compétition entre les leaders. En fait, le début de mon étude pose deux questions, à savoir la place des représentants traditionnels qui existaient avant le Hirak et la place des représentants issus du Hirak. Le Hirak a montré que dans une très large mesure, la question des années 90 était réglée. Pas réglée au sens, on met tout sur la table et on regarde point par point ce qui doit être fait, réglée dans le sens où cette période est passée, ça ne nous intéresse pas d'y revenir. C'est comme ça que les gens du Hirak ont vécu les années 90 en disant l'important c'est que ça ne se reproduise pas. Certains slogans ont exprimé leur non-crédulité par rapport au récit officiel et officieux même, parce qu'il y a eu rejet de tous les discours. En tout cas, le consensus dans le Hirak était l'important, c'est que ça ne se reproduise pas. Nous ne tomberons pas dans la bipolarisation qui nous a conduit à la guerre. Le problème est que le temps, je pense, c'est une question de temps, n'a pas permis l'émergence de représentants politiques qui puissent reproduire ce type de discours. On est resté dans le discours retransmis par la génération, par les militants, qui ont connu cette période et qui, évidemment, ne peuvent pas ne pas en être le produit d'une façon ou d'une autre. Et on l'a observé très souvent. Donc, cette page, et pour moi, c'est important pour l'avenir, c'est qu'il y a possibilité de construire des discours politiques qui ne soient pas le prolongement d'une vie politique qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Il y a possibilité de construire des projets politiques qui ne soient pas sous l'influence d'une période qui n'existe plus aujourd'hui. C'est ce que les jeunes ont dit dans les manifestations. Il faut juste laisser le temps, si la répression le permet. En tout cas, la répression n'empêche pas l'émergence de leaders politiques. La répression, le danger de la répression, c'est qu'elle débouche sur la radicalisation. C'est dans ce sens où elle peut empêcher l'émergence de représentants pouvant fidèlement exactement traduire les aspirations de ceux qui sont sortis dans le Hirak. Alors, très bonne chute, parce que ça m'a permis de poser la question, c'était valable, cette répression elle a empêché donc l'émergence de ce profil de leader qui porte les revendications et qui essaie de les traduire dans la réalité. Alors, de ce qui s'est passé, de cette crise de la représentation du Hirak, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de tirer des enseignements pour l'avenir et lesquels ? Sans doute. Et les leçons, pour moi, je vais les inscrire dans un cadre plus global. On avait commencé par dire que le contexte algérien n'a rien à voir avec le contexte des démocraties qui sont aujourd'hui en crise. Je voudrais dire que les études montrent que on va dire à peu près 20% des pays aujourd'hui, des pays dans le monde, des États dans le monde, sont des démocraties complètes. Et que moins de 50% de la population mondiale vit dans un contexte démocratique complet ou défaillant. Parce qu'aujourd'hui, on parle de démocratie défaillante. Les grandes puissances occidentales sont considérées comme des démocraties défaillantes. Pour dire à quel point la crise de la représentation est vraiment importante, que la démocratie représentative est vraiment en crise. Donc, je me dis qu'il faut peut-être penser la démocratisation du pays et la représentation du pays déjà avec un nouveau paradigme. Peut-être qu'il faut penser qu'il faut se détacher de la démocratie représentative classique, c'est-à-dire élections locales, élections législatives. Sans même l'avoir connue. On l'a connue 2 ans, avec les résultats qu'on connaît. Et
et penser plutôt, en tout cas creuser davantage la démocratie participative. La démocratie participative, déjà, elle prend comme première variable locale au lieu de voir national. Partir du local, partir de ce qui existe, et ce qui permet aussi de se reconnecter avec les valeurs locales, traditionnelles, qui vont dans qui encouragent plutôt la discussion, le débat, donc la conscientisation par le bas. Et puis, il y a aussi la participation dans les délibérations. Là aussi, on démarre du niveau local, donc délibération, et citizenship empowerment, le fait qu'on réfléchisse à pas fabriquer, parce que c'est pas le terme, mais en tout cas j'arrive pas à trouver un mot qui soit moins trivial et moins économique, à éduquer à la citoyenneté. Et ça aussi, ça part par le bas. Et ce sont des choses dans lesquelles on pense dans des pays comme la France, comme le Brésil, comme l'Angleterre, c'est-à-dire des démocraties défaillantes. Donc revenir au local, revenir à la délibération, revenir à la formation à la citoyenneté. Voilà, c'est le terme que je voulais. Former à la citoyenneté. Ça construit une partie de la gouvernance, mais pas toute la gouvernance. Et sur les grandes questions qui engagent le destin d'un pays, c'est quand même le pouvoir fédéral, le pouvoir central qui le décide. Et ce pouvoir-là, il ne peut être occupé jusqu'à nouvel ordre, il me semble, je ne sais pas, je pose la question, que par la représentation formelle. Tout à fait. Mais ça n'empêche pas la représentation formelle. Ça donne un autre processus pour arriver à la représentation formelle. C'est-à-dire une représentation qui soit désincarnée, c'est nécessaire. Un leader, il est forcément au-dessus du lot, mais qui soit légitime et qui garde à l'esprit que gouverner, ce n'est pas diriger. C'est tenir un gouvernail. Et c'est en rétablissant progressivement cette confiance, en maintenant le lien entre un représentant, même un représentant de quartier, hein, je veux dire, on commence par le local, c'est-à-dire on commence par la plus petite cellule. Un représentant du quartier ne doit pas se considérer comme le dirigeant du quartier, mais comme celui qui va donner un cap, montrer comment on peut passer, par exemple, d'un quartier sale à un quartier propre. À un quartier où il y a de la violence, à un quartier donc, où il n'y en a pas. Si j'ai tout bien compris dans l'étude du professeur Louisa Aed Hamadouche, c'est perpétuer un petit peu ce paradoxe de la domination de la minorité, de la domination de la majorité, c'est les représentés, sur les représentants. C'est une inversion. C'est le paradoxe inversé. En fait, il faut sortir du paradigme dans lequel le représentant est considéré comme un traître potentiel des représentés. Ah. D'accord. Il faut casser... Et donc en changeant son statut. En regagnant son statut. C'est très bien qu'on ait dit ça, on va finir sur cette idée. Il faut sortir de l'idée que le représentant est un traître potentiel des représentés. C'est vrai que c'est une idée qui, à cause de la crise des démocraties formelles, etc., a gagné la planète, même les pays qui n'ont pas encore connu réellement cette période. Et c'est une idée qui, aujourd'hui, va refaire débat. Il y a des élections présidentielles en 2024. Et déjà, nous, il y a des invités qui ont lancé sur les plateaux de Radio M, je pense notamment dans le CPP, l'idée d'une candidature de ceux qui portent encore l'esprit du Hirak et ses revendications, une candidature consensuelle pour l'élection présidentielle de 2024. Peut-être pas pour gagner, mais pour faire bouger les lignes, pour remettre le débat politique au centre de l'échiquier, pour parler de l'avenir de l'Algérie de manière sérieuse. Et tout de suite, il y a cette idée de effectivement, le représentant qui pourrait être chargé de cette mission, entre guillemets, de faire bouger les lignes, d'incarner les couleurs du Hirak, même si ce n'est pas pour gagner, parce qu'on sait que la Constitution donne beaucoup de pouvoir au président, et que donc les militaires ne vont pas lâcher El Mouradia, malheureusement, ils ne l'ont pas fait dans un contexte où les Algériens étaient mobilisés, ils ne le feront pas à froid en 2024. Mais déjà, l'idée de trahison du Hirak a circulé. Il y a des points de vue qui disent s'il y a quelqu'un, il va juste donner de la légitimité et il va forcément trahir, de ce point de vue-là, les revendications du Hirak. Donc il y a encore du chemin à faire. Oui, il y a du chemin. C'est pour ça que je disais, par certains
d'un certain point de vue, le Hirak est un mouvement social réellement moderne, hein, pour ne pas dire postmoderne. Il a mis sur le tapis des problématiques extrêmement complexes qui sont en même temps liées à un système autoritaire et un système d'une démocratie en crise. Donc, si vous voulez, on est dans une situation doublement complexe où les représentants de demain ont un double challenge, celui de réconcilier les Algériens avec la représentation et celui de construire une représentation qui n'amène pas aux impasses que des pays démocratiques connaissent aujourd'hui. Oui. Et c'est d'ailleurs un avertissement, c'est le premier chapitre de l'étude, la perception de la représentation dans le Hirak, de la complexité dans la complexité. Oui. Bon, je vous rassure les amis auditeurs, toute la suite de l'article essaie d'expliquer comment on peut rentrer dans cette complexité sans se perdre. Merci beaucoup, professeur Louisa Aïd Hamadouche. Merci pour ces éclaircissements sur ce sujet qui tient à cœur beaucoup de monde et qui va continuer, à mon avis, à alimenter les débats. Je donne rendez-vous à nos amis auditeurs sur les différentes plateformes de streaming sur lesquelles nous sommes inscrits. 2023, ça va être l'année de la radio. Donc, vous pourrez écouter plus Radio M que la voir sur la chaîne YouTube. Bon, la chaîne YouTube, je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne année 2023 parce que je pense que c'est le dernier format enregistré avant l'année 2023. Nous nous retrouvons donc très bientôt dans de nouvelles aventures intellectuelles et médiatiques. Merci Louisa encore une fois d'être venue clôturer la saison avec nous. Merci Hassan. Yatek Saha. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.